Alors, sur quoi va porter donc l'échange d'aujourd'hui, Patricia? Alors, le cours, ça va être sur les besoins de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui est Super. vraiment capital, basique, on Oui, va dire, dans notre cœur de métier. Alors, hop, en effet, ce cours-là, voilà, ce cours va porter sur les besoins de l'enfant. Et comme je le disais à l'instant, c'est une thématique qui va être centrale dans cette formation AEPE, parce que la prise en charge des enfants nécessite bien sûr d'avoir connaissance de ces besoins, de ces différents besoins. Donc, il est nécessaire de comprendre quels sont les besoins qui sont manifestés par l'enfant, manifestés souvent sans la parole. Donc, il est nécessaire de les connaître afin d'y répondre. Pour ce faire, nous allons parler dans ce cours de ce qu'est le besoin. Donc, nous allons définir le besoin, puis on s'appuiera sur deux spécialistes qui ont travaillé sur le besoin, Anderson d'une part, Maslow d'autre part. Puis nous verrons ensuite comment répondre à ces besoins tout au long du cours avec des exemples qu'on va pouvoir trouver. Alors, là, j'ai besoin de changer d'écran. Hop, hop, hop. Voilà. J'espère que tout le monde voit les écrans. Je vais m'assurer d'avoir voilà. Je vais m'assurer d'avoir un chat à côté pour que vous puissiez me dire si vous voyez bien les écrans que je partage. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur le petit côté, sur le chat, si vous ne voyez plus les écrans, parce que quelquefois, ils disparaissent. Voilà. Voilà. Donc, on va dans un premier temps définir le besoin. Qu'est-ce que le besoin? Alors, c'est vrai que le besoin dans le langage courant, dans le langage familier, on l'utilise beaucoup. Ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais en fait, on confond souvent besoin et envie. Donc, peut-être faudrait-il reformuler en disant j'ai envie d'eux et non pas j'ai besoin d'eux. Si on s'appuie sur le dictionnaire, c'est d'abord notre première base de travail, nous allons définir grâce au dictionnaire ce qu'est le besoin. Et si l'on lit le dictionnaire, on verra que le besoin, c'est une exigence pour l'être humain ou pour l'animal, provenant de la nature ou de la vie sociale. Une exigence qui suppose un assouvissement rapide. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette définition? C'est qu'en fait, le besoin est une exigence, donc ça veut dire qu'il y a un facteur impérieux, c'est nécessaire, c'est vital, et un assouvissement rapide. Ça veut donc dire qu'au besoin, on doit apporter une réponse rapide, la plus rapide possible. Pour expliquer les besoins de l'enfant, nous allons donc nous appuyer sur les études d'Abraham Maslow dans un deuxième temps et tout de suite sur les études de Virginia Anderson. Dans notre secteur d'activité, il va être indispensable de repérer les besoins de l'enfant pour y répondre de manière adéquate et rapide. Donc, je change d'écran. Hop, voilà. Donc, on va s'appuyer sur les besoins de Virginia Anderson. Qui était Virginia Anderson, dont je vous ai mis les dates de naissance et de décès, décédée il y a peu de temps. Virginia Anderson était une infirmière américaine qui a étudié le rôle spécifique du soignant en se basant sur son expérience professionnelle. Et elle va identifier 14 besoins pour une prise en charge pertinente d'un patient. Depuis leur création en 1947, donc au cours de sa pratique professionnelle, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson sont la base du travail dans les instituts de formation pour les infirmiers, infirmières et pour les aides-soignants. Donc, c'est vrai que ces besoins que nous allons voir ensemble sont très influencés par une démarche de soins. Vous allez voir que quelquefois, c'est un petit peu loin des besoins de l'enfant, mais n'empêche que ça va être une base de travail pour nous et que ça vaut le coup de les reprendre, de les lister pour après peut-être aller un petit peu plus loin.
Donc, le premier besoin qui a été identifié par Virginia Anderson est celui d'expirer, inspirer, c'est-à-dire le besoin de respiration qui est vital, vous l'accorderez, donc le besoin euh, de respiration. Je n'ai pas d'autres termes, je ne peux pas le formuler différemment. Le deuxième besoin est un besoin de boire et de manger, donc se nourrir, s'hydrater. On verra que ça va être repris un petit peu plus tard par Abraham Maslow. Le troisième besoin, c'est le fait d'éliminer les déchets de l'organisme, c'est-à-dire le besoin d'hygiène. On verra que ça va être aussi reformulé un petit peu plus tard par Maslow. Puis, on va avoir le besoin de se déplacer. Donc, on est sur le mouvement, qui est un besoin, selon Anderson, vital. Le besoin suivant, c'est le besoin de recharger les batteries, donc c'est-à-dire dormir, se reposer, donc le besoin physiologique de sommeil, là encore. Le besoin suivant, c'est celui de s'habiller et se déshabiller, dans le sens être protégé par des vêtements, mais aussi exprimer son identité par ce que l'on porte. Donc là, je vous accorde que c'est peut-être un peu loin des besoins de l'enfant, mais on verra de quelle manière on peut les réinterpréter et on peut entendre ces besoins-là. Le besoin suivant, c'est celui de maintenir une température satisfaisante pour maintenir la cadence des fonctions métaboliques. Donc là, effectivement, on est effectivement très dans le côté sanitaire des choses, mais si on le reformule, c'est un besoin de thermorégulation, c'est-à-dire de maintenir une température corporelle qui soit viable, qui soit ni en hyperthermie, c'est-à-dire en fièvre, ni en hypothermie, c'est-à-dire une température insuffisante pour pouvoir vivre, là encore une fois. Le besoin suivant rejoint un petit peu ce qu'elle avait dit précédemment quand elle parlait d'éliminer les déchets, puisque là, elle parle de être propre, donc on est sur de l'hygiène corporelle, non plus éliminer, mais le fait de se maintenir en état de propreté pour être aussi en état de bonne santé. Le besoin suivant, c'est le fait de s'éloigner des dangers. Donc, on est sur l'idée d'une protection des agressions potentielles. On est sur donc de la sécurité physique et on verra que ça, on peut le réinterpréter tout à fait pour ce qui concerne les besoins de l'enfant. Le besoin suivant est celui de communiquer, exprimer ses émotions, exprimer ses besoins, ses craintes et ses sentiments. Donc là, on est tout à fait sur des besoins essentiels chez l'enfant, puisqu'on est sur un aspect relationnel très important, on le verra. Le besoin suivant, il y en a 14, donc c'est un petit peu fastidieux, mais je vous les énonce tous les 14. Là. Le besoin suivant est celui de croire et d'agir. Alors, dans sa recherche, il était question de chercher à donner un sens à sa vie en s'appuyant sur des convictions, sur des croyances. Donc, on est sur le fait d'être reconnu. On peut l'interpréter comme le fait d'être reconnu comme individu. Et ça aussi, on peut très bien le comprendre au niveau de l'enfant. On le reprendra un petit peu plus tard. Le besoin suivant est le fait de se réaliser, c'est-à-dire de pouvoir développer son potentiel. Puis, l'avant-dernier besoin, c'est celui de se récréer, pardon. Donc là, on est sur le fait de s'épanouir au travers d'une activité, se détendre, se cultiver, donc jouer. Hein, si je le retraduis pour l'enfant, ça veut dire jouer, et là c'est tout à fait entendable et compréhensible. Et enfin, le dernier besoin, c'est celui d'apprendre, donc la capacité à s'adapter à toutes les situations en mettant en œuvre, en mobilisant en fait tout ce que l'on a pu apprendre et comprendre de son environnement. Voilà, pour les besoins, dans un premier temps, de Virginia Anderson. Nous allons nous appuyer aussi sur un autre spécialiste des besoins, voilà, sur Abraham Maslow, dont je vous ai mis là aussi les dates de naissance et de décès. Maslow, il a élaboré une pyramide suite aux observations qu'il a pu réaliser dans les années 1940. Abraham Maslow était un psychologue. Il a représenté les besoins sous la forme d'une pyramide, dont je vous ai mis un petit exemple là. Voilà. Voilà.
sous la forme d'une pyramide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une idée de hiérarchie des besoins qui sont classés par ordre d'importance et par strate, par niveau, selon 5 niveaux. Ce classement correspond à l'ordre dans lequel les besoins apparaissent à l'individu et selon son auteur, donc selon Abraham Maslow, la satisfaction des besoins d'un niveau permet d'accéder aux besoins du niveau suivant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis les besoins physiologiques, alors on peut accéder aux besoins de sécurité. Ça, c'était l'idée de départ d'Abraham Maslow. Ce modèle a depuis été critiqué, mais ça n'empêche qu'il reste notre base de travail pour identifier et pour comprendre les différents besoins chez le jeune enfant. Nous allons donc étudier les différents besoins identifiés par Maslow sous l'éclairage de la petite enfance. Et je pense que ça va vous parler beaucoup plus que les besoins de Anderson. Donc au bas de l'échelle, nous avons les besoins de base, c'est-à-dire les besoins vitaux, que l'on peut appeler aussi les besoins physiologiques. Ceux qui sont donc prioritaires et nécessaires à la vie. Respirer, Anderson en avait parlé, boire, manger, dormir, se reposer. Ça aussi, Anderson en avait parlé dans différents types de besoins. Donc, inutile de vous dire que l'enfant ne peut subvenir seul à ses besoins physiologiques. Sa dépendance est totale à l'adulte dès la naissance. Et même s'il acquiert progressivement de l'autonomie, l'adulte et le professionnel petite enfance sont particulièrement importants pour répondre à ses besoins. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de pouvoir les identifier rapidement pour pouvoir apporter une réponse rapide, assouvissement rapide dont nous parlions en introduction. Deuxième étage, nous avons, enfin des étages, des niveaux, des strates. Deuxième étage, nous avons donc les besoins de sécurité. On évoque là à la fois la sécurité physique et la sécurité psychologique. La sécurité physique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'adapter l'environnement, l'aménagement des espaces, de manière à ne pas mettre en danger l'enfant. C'est donc repenser son cadre de vie pour le rendre sécure. Un exemple, eh bien, adapter le mobilier de l'enfant à la taille de l'enfant. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre un enfant sur un tabouret de bar pour, par exemple, le nourrir, pour lui donner à manger. Donc, on a du mobilier qui est spécialement à la taille de l'enfant, de manière à respecter sa sécurité physique. C'est aussi le fait de lui donner, de mettre à disposition des jouets qui ne soient pas dangereux pour lui. La sécurité psychologique, c'est aussi ce qu'on appelle la sécurité affective. Sécurité affective qui fait l'objet d'un chapitre à part entière dans cette formation, c'est vous dire son importance. Sécurité affective, ça va être quelque chose de très, très, très important dans cette formation d'accompagnant éducatif petite enfance. Donc la sécurité psychologique, sécurité affective, c'est le fait de proposer à l'enfant un cadre rassurant au niveau des personnes, mais aussi au niveau des lieux. Un cadre qui doit être accueillant et qui doit lui permettre de s'y épanouir. Un exemple, oui, donc au moment du coucher, c'est souvent le coucher est un moment source d'angoisse, d'inquiétude pour certains enfants. Donc la sécurité affective, ça serait le fait d'avoir un lit adapté à la taille, à l'âge, aux capacités de l'enfant. C'est aussi d'avoir une température de la chambre qui soit adaptée, ni trop chaude, ni pas assez bien chauffée. Et la sécurité psychologique, je vous donne que 2 exemples, mais il y en a de nombreux autres. Et la sécurité psychologique, c'est le fait d'avoir des rituels du coucher. C'est le fait d'avoir une posture bienveillante, rassurante. C'est le fait de faire un petit câlin, de chanter une berceuse, d'utiliser le portage, de donner le doudou à l'enfant, etc., etc. Donc la sécurité affective, ça passe également par les limites que l'on va donner à l'enfant. Nous le verrons dans le chapitre qui est dédié à cette thématique. Les limites ont pour but de sécuriser l'enfant, de le protéger pour qu'il sache ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire. Les limites, ce ne sont pas des interdits ou des contraintes, pas seulement. Il y en a,
certes, mais ce ne sont pas que des contraintes et que des interdits. Le but, c'est aussi d'apporter un cadre bienveillant pour que l'enfant, toujours pareil, puisse s'épanouir avec toutes les conditions nécessaires. Le troisième niveau, c'est le niveau le besoin d'appartenance. Donc, le besoin d'appartenance et d'affection. Il s'agit là du besoin d'amour qui est propre à chaque individu sur Terre. En effet, l'enfant, il a besoin de se sentir aimé. Sentir aimé par qui? Par sa famille, tout d'abord, hein, mais aussi par ses camarades et les adultes qui vont prendre soin de lui. C'est un besoin qui est fortement lié au processus de socialisation, c'est-à-dire le fait d'avoir des pairs avec qui échanger. Alors les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les camarades, les enfants, les autres enfants. C'est le fait aussi de recevoir et de donner de l'affection, de donner de l'amour, recevoir et donner de l'amour. C'est ce qu'on appelle aussi le besoin d'appartenance à un groupe ou à des groupes. Donc ça, nous le verrons aussi ultérieurement quand on parlera de socialisation. Nous arrivons au quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est le besoin d'estime de soi. C'est ici le fait de pouvoir reconnaître l'enfant comme un être singulier, comme un être unique. En effet, il a besoin d'être reconnu comme une personne à part entière, respectée et estimé pour ses capacités à lui, ses émotions à lui, qui lui sont propres. C'est ce qui va lui permettre d'avoir confiance en lui, de se respecter lui-même, de se sentir utile aussi, de se sentir reconnu et apprécié des autres du coup. Et ça va lui permettre de se forger son identité propre. Schématiquement, c'est parce qu'on se sent aimé que l'on va arriver à s'aimer soi-même. C'est parce qu'on reçoit de l'amour qu'on est capable à notre tour de donner de l'amour. Alors je dis on, parce que ça marche aussi pour l'adulte, mais ça marche essentiellement dans la petite enfance, où tout va se mettre en place pour la vie future. Et nous arrivons enfin au cinquième et dernier niveau, qui est la réalisation de soi, le besoin de s'accomplir, le besoin d'autonomie. Donc, c'est ici l'acquisition progressive de l'autonomie, le fait d'évoluer librement, faire ses découvertes, faire ses explorations, bien sûr sous le regard bienveillant et encourageant de l'adulte. C'est-à-dire, ça ne consiste pas à laisser l'enfant faire ce qu'il veut, faire les explorations qu'il veut. Non, l'adulte est toujours là, puisqu'on a bien parlé de sécurité physique et psychologique. Pour faire ces expériences-là, l'enfant, il est en quête d'autonomie. Et cela va s'observer très tôt. Même chez les bébés, on peut identifier un besoin d'autonomie et on peut identifier des gestes qui témoignent de cette quête d'autonomie. Donc, cette quête d'autonomie, c'est lorsque l'enfant a besoin de faire les gestes seul. Donc, le professionnel petite enfance, il évite autant que possible de faire à la place de l'enfant pour lui permettre d'apprendre. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il va faire pour lui, mais dans la plupart des cas, et autant que possible, on va laisser l'enfant faire tout seul. Je vais prendre un exemple. Alors, un exemple pas pour un bébé, mais pour un enfant qui est un petit peu plus grand, le fait d'apprendre à mettre son manteau, par exemple. Donc ça vient en général, on va dire, entre 2 et 3-4 ans. Hein. C'est-à-dire fin de crèche, début d'école maternelle, où l'enfant doit être capable d'enfiler son manteau tout seul. Il y a des techniques qui vont l'aider à mettre son manteau tout seul, mais c'est important qu'il puisse se mettre en situation de, qu'il puisse être autonome. Parce que si on lui met toujours son vêtement, il ne va jamais apprendre du coup à mettre son vêtement tout seul. Le vêtement, c'est le manteau, c'est pas le body, c'est pas. Il y a des parties, il y a des vêtements qui sont beaucoup plus difficiles à mettre que d'autres. Les chaussettes, ça va venir, mais dans un deuxième temps, c'est plus difficile. Et alors, sans parler des collants pour les filles, par exemple. Donc voilà, nous avons vu les 5 besoins de l'autonomie, les 5 besoins de l'enfant, et nous avons pu les rapprocher aux besoins de l'enfant. Je dis un petit peu n'importe quoi, donc je reformule. Nous avons vu les 5 besoins identifiés par Maslow et nous les avons raccrochés aux besoins propres aux enfants et aux jeunes enfants. Il existe, si vous recherchez un petit peu
dans des ouvrages ou si vous lisez des articles sur les besoins peuvent être exprimés en d'autres termes, mais ça va reprendre tous les besoins que nous avons identifiés jusqu'à maintenant. Donc, on peut parler de besoins physiologiques, on l'a vu, qui sont par essence incontournables et tout le monde s'accorde pour identifier ces besoins vitaux chez le jeune enfant. Après, vous allez pouvoir trouver d'autres terminologies comme les besoins sensorimoteurs. Donc là, ce sont tous les besoins qui sont directement liés aux 5 sens et à l'appareil locomoteur. Donc, c'est le fait d'agir, sentir, bouger, voir, expérimenter, jouer. Après, vous pouvez aussi avoir la terminologie de besoins sociaux. Ça, c'est le fait de communiquer. C'est la quête d'autonomie dont nous avons parlé. C'est le processus de socialisation. C'est le fait d'appartenir à un groupe. Donc, on reprend exactement les mêmes thématiques que nous avons vues, mais sous un intitulé différent. Il y a aussi les besoins psycho-affectifs. Donc, les besoins psycho-affectifs, c'est tout ce que nous avons vu sur la sécurité affective, le fait d'avoir besoin de repères, de rituels, l'estime de soi. On peut aussi parler de besoins cognitifs. Les besoins cognitifs, c'est tout ce que nous avons vu sur les besoins d'apprendre, de découvrir, le besoin d'expérimenter, mais aussi les besoins de communiquer. Donc voilà des terminologies différentes, mais toujours pour aller dans le même style de besoins qui sont quand même assez facilement identifiables. Hop, je continue. Donc un petit exercice d'application, voilà. Pour le professionnel petite enfance, et comme je l'ai dit en introduction, il est indispensable de décoder les besoins de l'enfant pour savoir y répondre. Un des exemples fréquents et parfois source d'inquiétude chez les jeunes diplômés, ce sont les pleurs de l'enfant. C'est-à-dire quand l'enfant pleure, mais que veut-il? De quoi a-t-il besoin? Que veut cet enfant qui pleure? Donc voilà un petit schéma, un petit exercice pour vous aider à reconnaître, à identifier les besoins de l'enfant. Donc un enfant qui pleure, ça peut être parce qu'il a froid, il a sommeil, il a soif, il a faim, il a chaud, il a besoin de sucer, de téter, sucette ou bien son pouce, ou bien la tétine du biberon, ou bien il a mal, ou bien il a des gaz, ou alors il a besoin de contact, il a besoin de changer de position, ou bien il a besoin de calme, ou d'être sécurisé, ou deux. Donc, à vous, futurs professionnels, petite enfance, d'identifier ces différents besoins pour pouvoir apporter une réponse qui soit adéquate et qui soit juste et le plus rapidement possible. Donc, identifier les besoins et apporter une réponse, un assouvissement rapide. Voilà pour ce petit cours sur les besoins, un cours essentiel, hein, je me répète, essentiel par rapport à cette formation, donc un cours qui intervient rapidement dans la formation pour que vous soyez en capacité de savoir ce qu'est un besoin pour pouvoir les identifier. Y a-t-il des questions par rapport à cette première base de cours? Des questions par chat ou en direct live? Oui, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Patricia. Très intéressant.